Il y a eu des révocations, des nominations, des promotions de certains magistrats au sein de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous un analyste, un jeune leader, Enoch Sikissi. Bienvenue. Merci. Voilà, le chef de l'État s'était plaint un peu ce qui se passe au sein de l'appareil judiciaire. Est-ce que ces nouvelles mises en place inaugurent de belles aventures? Alors oui, bien évidemment, après avoir fait un constat au sein de la magistrature en disant que l'appareil judiciaire ne fonctionnait pas correctement, derrière, il fallait quand même qu'il y ait une décision qui vient entériner cette analyse. Sinon, on serait resté sur des analyses sans qu'il y ait un changement. Donc, à partir du moment où il y a une décision qui va dans ce sens, nous pensons que cela viendra renforcer justement l'appareil judiciaire. Oui, mais il y a un système. Il faut changer des systèmes. Est-ce que vous ne voyez pas que si vous n'arrivez pas à changer des systèmes, mais vous changez des individus, ça risque de ne rien faire? Alors, le problème, c'est que le système est installé par des individus. Donc, si vous commencez déjà par bouger les individus, il peut y avoir, vous pouvez créer au sein de la magistrature un égrégore qui fera en sorte que toute l'équipe aura la même idée de ceux qui viennent d'arriver. Donc, le système est installé par des individus. À partir du moment où vous changez les individus, vous pouvez à partir de ce moment-là changer tout le système. Et tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vise le chef de l'État en changeant? Parce qu'on l'a attendu déjà dès les débuts de son mandat pour qu'il change, mais c'est à la fin de son mandat qu'il a changé. Alors nous disons qu'il n'est pas trop tard de prendre cette décision parce qu'il fallait d'abord prendre acte de ce qui se faisait au sein de la magistrature pour ne pas prendre non plus des décisions à la va-vite. C'est ainsi que le président de la République, après une analyse, a constaté qu'il y avait justement des choses qui se passaient qui n'étaient pas correctes, notamment des magistrats qui se permettaient de déserter, de ne pas venir au travail. À partir de ce moment-là, lorsque le chef d'État veut installer un état de droit, il ne peut pas le faire avec des absents. Donc c'est dans l'ordre des choses de prendre une telle décision, bien que tant vous dites tardive, mais nous pensons que c'est une décision qui arrive à point nommé. Voilà, vous parlez d'une décision qui arrive à point nommé. Outre au sein de la magistrature, il y a aussi au niveau même de la diplomatie, je viens de suivre, il y a des nouvelles nominations. Là, on a vu Émile Ngoï qui est allé remplacer Isabelle Tchombe au niveau de la France. Tout ça que vise un peu le chef de l'État dans tous ces remue-ménages? Alors, vous savez, souvent, pour nous qui sommes restés à un moment donné à l'extérieur du pays, on a toujours eu des problèmes au niveau des ambassades. Les gens se plaignaient que voilà, il y avait des circonstances qui faisaient que les Congolais, par exemple, de l'extérieur, n'étaient pas contents lorsqu'ils se rendaient dans les ambassades. C'est donc dans ce cadre-là que le président de la République prend des décisions et il envoie des personnes, selon lui, qui peuvent être à même de ramener des solutions pour faire en sorte que lorsque les Congolais se rendent dans les ambassades, qu'ils soient par exemple bien accueillis et que les choses se passent bien. Donc c'est une très bonne décision à notre avis. Et nous pensons que oui, Émile Ngoï, par exemple, Émile Ngoï, c'est sa première fois d'être nommé ambassadeur. On sait qu'il a été au niveau de l'OGFREM, il a été au sein de l'enseignement, mais la diplomatie, est-ce que c'est un choix qu'il faut pour certainement améliorer des choses dans ces secteurs? Bon, alors, Émile Ngoï, pour le nommer, il n'a pas été un gestionnaire catastrophique comme les autres. Donc nous pensons qu'à partir du moment où le président de la République lui fait confiance, certainement il a vu des aptitudes en lui ou des capacités qui peuvent faire en sorte qu'il sera la bonne personne ou la personne adéquate à ce poste-là d'ambassadeur au niveau de la France. Je pense que nous devons lui faire confiance et qu'il puisse faire son travail et à un moment nous allons en juger. Voilà, vous allez en juger. Vous savez, est-ce que toutes ces nouvelles mises en place, ce n'est pas pour de fins électoralistes? Non, ce n'est pas pour des fins électoralistes, parce que si vous pensez qu'il y a des fins électoralistes derrière, ça veut dire qu'à aucun moment le président de la République ne peut prendre des décisions. Le président de la République prend des décisions au moment où il pense qu'il y a quelque chose à faire, et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas qu'il y a des fins électoralistes derrière, parce que je ne vois pas en quoi nommer une personne ambassadeur peut vous emmener justement un enjeu électoral. Nommer une personne magistrate, vous ne voyez pas que ça risque aussi de jouer lorsqu'il s'agira de proclamer certains résultats? Mais il faut déjà dire que le président de la République ne nomme pas les magistrats sur un coup de bâton. Oui. Ils sont nommés, ils sont proposés, et c'est ensuite le président de la République qui prend la décision. Donc à partir du moment où les magistrats sont proposés par leur père, il en va du président de la République de les nommer. Il n'y a pas là, derrière, à voir
une intention à en tirer certains profits quelconques. Alors, processus électoral, puisqu'on parle, on en parle déjà, il y a certaines voix qui s'élèvent pour demander à ce qu'il y ait un dialogue pour aller aux élections. Bon, en ce qui concerne le processus électoral, à partir du moment où certains regroupements politiques ou certains partis politiques ont décidé de ne pas faire partie du processus, c'est de leur droit. Mais maintenant, derrière, essayer de faire en sorte qu'il y ait un dialogue pour pouvoir, une fois de plus, bafouer le processus électoral pour qu'on aille encore dans un schéma que l'on connaît très bien dans ce pays, transition, glissement. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ce n'est pas très sérieux, disons, et je pense que nous devons continuer dans ce processus électoral parce que finalement, il y a une volonté de la part du président de la République d'aller aux élections. Avant, on n'avait pas cette volonté-là de faire les élections à temps, mais aujourd'hui, nous avons un président en place qui veut aller aux élections et nous constatons, nous, derrière, qu'il y a certains regroupements politiques qui ne veulent pas y aller, faute de préparation. Qui ne veulent pas y aller parce que ces regroupements politiques ont posé leur préalable. Ils demandent à ce que ça soit respecté. Si ce n'est pas respecté, comment vous voulez qu'ils aillent aux élections? C'est très bien, mais les préalables doivent être des préalables qui sont concordants au niveau du processus électoral. Lorsque vous posez des préalables qui ne sont là que pour pouvoir bloquer le processus, vous savez très bien qu'à partir de ce moment-là, vos préalables qui sont posés ne sont pas sérieuses. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des blocages. Est-ce que c'est bloqué ou bien ils veulent l'amélioration du processus? Ce que vous dites amélioration, de notre côté, nous appelons ça un blocage. Parce que le processus électoral, jusqu'à présent, se déroule plutôt bien. Il y a eu quelques soucis au début avec les problèmes des cartes d'électeurs. Les gens disaient que voilà, il y avait des petits soucis. Mais en dehors de ça, les listes sont affichées. Il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis pour que nous puissions avoir des élections à temps. Donc nous devons saluer cela et continuer dans ce processus. Et l'Église catholique demande qu'il y ait l'audit, un deuxième audit qui sera piloté par l'Église catholique. Alors ça, c'est une décision qui reviendra au moment opportun à la CENI de voir s'ils peuvent accepter un audit ou non. L'Église catholique est dans son rôle de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un processus qui soit inclusif et garanti. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Déjà demain, ça sera la convocation de l'électorat pour la présidentielle. Oui. Katumbi partant, Matata partant. C'est une bonne santé de la démocratie alors que Joseph Kabila est hors course et le FCC. Alors, à partir du moment où vous remplissez les conditions pour être candidat, tout Congolais a la possibilité de se présenter. C'est déjà une bonne chose. Vous craignez trop, l'Union sacrée craignait un peu trop Katumbi. Alors, il voulait à tout prix l'écarter avec la loi sur la congolité, mais comme si ça n'a pas tenu. Non, il n'y a pas de volonté d'écarter parce que la loi n'a pas été là pour viser un seul individu. Vous savez, la loi dispose de manière générale. Donc, on ne peut pas vouloir écarter un seul individu et faire en sorte qu'il ne puisse pas participer. À partir du moment où il veut se présenter, ben, nous pensons que c'est une très bonne chose et qu'il soit partant pour que nous puissions voir et que nous allions ensemble avec lui aux élections. Vous, tout à l'heure, vous venez de parler, vous avez eu à passer beaucoup de temps en dehors du pays. Est-ce que vous aviez gardé la nationalité congolaise? Ou bien vous n'avez pas eu le temps de pouvoir changer? Bon, ou d'opter une autre nationalité? Je pense que moi, j'ai eu à garder la nationalité congolaise. Maintenant, c'est ma décision. Et vous avez eu à garder la nationalité congolaise en optant une autre? Non, je n'ai pas opté d'autre nationalité. Je suis congolais. Maintenant, de père et de mère. Exactement. Maintenant, je ne suis pas là pour stigmatiser d'autres Congolais qui ont pris la décision de prendre une autre nationalité. Ils l'ont fait par souci peut-être administratif ou par attachement de pays d'accueil dans lesquels ils sont situés. Ou les autres, par exemple, qui sont nés de pères congolais ou de mères étrangères. Bon, au moment opportun, nous allons parler de cette loi et voir ce qu'il en est. Vous savez, chaque pays a la possibilité de pouvoir mettre en place des lois qui protègent certaines fonctions. Mais maintenant, il ne faut pas que ces lois derrière viennent discriminer une partie des Congolais. Et vous venez de la France ou de la Belgique? Moi, je viens de la France. De la France. Exactement. Et comment vous avez jugé la loi sur la congolité? En ce qui concerne la loi sur la congolité, il y a eu, à un moment donné, le député Ntsingui qui a eu en parler. Non, votre appréciation, vous? Mon appréciation, c'est que maintenant, je n'ai pas encore eu accès total à la loi pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Au moment opportun, nous allons voir. Mais par contre, il y a beaucoup de pays qui choisissent de protéger les autres fonctions. Et si c'est dans le cadre de protéger les autres fonctions, nous serons d'accord avec ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait une sorte de discrimination qui se cache derrière cette loi. Voilà, merci beaucoup. Donc, Sikissi. Voilà, Sikissi. Vous êtes ici
à Kinshasa. Ça se passe bien. Ça fait combien de temps que vous avez quitté Kinshasa? Depuis que je suis parti, ça fait un moment, mais je suis de la diaspora en même temps de Kinshasa parce que je passe majoritairement le temps ici à Kinshasa. Donc je ne me sens pas comme un étranger. Un étranger. Oui. Et à Kinshasa, vous êtes habitué pour les maillots, autre chose aussi? Après, vous savez, Kinshasa, il y a une partie festive, bien évidemment, mais nous ne sommes pas là que pour venir faire la fête et autres. Donc nous ne sommes pas totalement en vacances. Vous, de la diaspora, vous êtes trop glouton. Vous voulez tout avoir. Et que là, en France, peut-être vous ne faisiez absolument rien du tout. Vous avez voulu vous enrichir ici au Congo. Alors ça, c'est une question qui est à chaque fois posée. C'est une question qui est posée pour pouvoir faire en sorte de discriminer ceux qui viennent de l'extérieur. Je pense que tous, nous sommes Congolais. À partir du moment où vous êtes de l'extérieur, que vous avez une envie ou vous sentez en vous que vous devez revenir au pays, il ne peut pas y avoir de stigmatisation. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il doit y avoir une symbiose qui se met en place entre les Congolais de l'intérieur et les Congolais de l'extérieur, parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons arriver à faire corps et à avancer. Nous ne pouvons pas dire que ceux qui sont ici connaissent mieux la situation du pays que ceux qui sont partis à l'extérieur. Ce serait discriminer nous qui venons peut-être de la diaspora. Voilà, merci. Merci à vous, Enoch. Cette fois-ci, on va parler de la corruption en République démocratique du Congo. Merveille Baïlingue, tout de suite. Kokabola, na Yesu.